L'entretien que vous allez voir est un petit peu particulier. Déjà parce qu'il a été tourné il y a 3 ans, et aussi parce que c'est le dernier entretien que j'ai enregistré dans mon ancienne maison, juste avant une séparation qui, comme vous le savez, a marqué un tournant dans ma vie personnelle et par ricochet dans l'histoire de cette chaîne. Francis Lalanne a toujours été un artiste engagé, et entre-temps, des propos, des prises de position ont pu être tenues qui pourraient faire que certaines personnes parmi vous se posent la question pourquoi ressortir un tel entretien 3 ans plus tard. La réponse est simple et elle est aujourd'hui la même qu'à l'époque. Montrer l'homme derrière l'artiste, le poète derrière le polémiste. Dans cet entretien, nous avons parlé d'art, de culture, de chansons, de poésie, de littérature. Nous avons aussi un petit peu parlé de politique, surtout dans la première partie, de conscience humaine et de lasagne. Cette interview pourrait se résumer en une anecdote que je vais vous raconter ici et qui est la dernière confession personnelle que je ferai sur cette partie de ma vie dont j'ai aujourd'hui tourné la page. Alors que l'entretien venait de s'achever, la porte de la maison s'ouvre avec grand bruit et ma compagne de l'époque rentre, l'air très énervée. Je vais alors la voir et elle m'explique le problème, son pianiste l'a lâché. Oui, ma compagne à cette époque débutait juste le chant et elle jouait dans des petits cafés de 5 à 15 personnes et elle jouait avec des amis au piano et le pianiste l'a lâché. Alors elle se retrouve un petit peu emmerdée, Francis Lalanne la regarde et lui dit mais tu joues quoi, tu joues mon répertoire? Là elle rougit, un peu gênée, il lui dit qu'il rigole bien évidemment et il lui dit bah écoute, montre-moi ce que tu vaux. Il se met au piano et il lui donne 1 heure de cours particuliers. Et au bout d'1 heure, il embarque tout le monde en voiture, direction un bar paumé au milieu du 19e à 1h30 du matin, et il l'accompagne pendant 2 heures au piano, sans même pousser la chansonnette lui-même, simplement en retrait, bien que toutes les personnes qui étaient là l'avaient reconnu. Une fois le concert terminé, il paye des coups à tous les gens qui sont là, et il enchaîne naturellement, vu que les gens le demandaient, sur un unplug, tout seul, à l'acoustique, jusqu'à 5 heures du mat. Je précise bien sûr qu'il n'a pas demandé un centime à quelque moment que ce soit, et que je le connaissais depuis 2 heures factuellement. J'avais échangé quelques mots avec lui une fois à l'occasion d'un événement social, et puis c'est tout. Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que pour moi, elle permet de mieux cerner le personnage. Un homme avec un cœur abîmé, meurtri et maladroit. Un homme qui a toujours été un enragé de la vie. Mais une question subsistait. Francis Lalanne, derrière toutes ses réussites et toutes ses erreurs, est-il profondément honnête? Je pense que cet entretien est peut-être pour la première fois un entretien qui permet de répondre sincèrement à cette question. En tout cas, je vous en laisse juge. Je vous souhaite un excellent épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La magie que procure l'art maintient les idées à la surface de la conscience. Et c'est ce qu'elles ont fait pendant toute l'histoire. Tu poses des questions terribles. Moi, j'oppose aujourd'hui le principe démocratique au principe républicain. Donc la Ve République, elle n'a pas été faite pour créer un monarque. Alors maintenant, si tu t'en sers pour créer un monarque, c'est comme si tu te sers d'un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un. Il faut interdire les partis politiques. Je pense que j'ai toujours été un guerrier qui s'ignore et qui a pris son glaive pour une plume. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit dans cette tribune et je continue à dire qu'il faut destituer le président. Bonjour tout le monde, nouvelle édition, pas content avec ta Bibian aujourd'hui. Mon invité, Francis Lalanne, comment vas-tu? Toujours heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. T'es venu avec un petit livre? Je suis venu avec mon dernier livre, qui est un livre qui se vend sous le manteau, puisqu'il est censuré par toute la presse mainstream. Qui n'en parle pas. Ah non, qui n'en parlera pas. D'ailleurs, les libraires n'en veulent pas non plus. Et donc, mon éditeur, qui est un éditeur courageux, puisqu'il a, lui, il a pris le pas quand même d'éditer ce livre, pour arriver à faire circuler ce livre, à créer un site de vente directe qui s'appelle novimondi.com. Et quand on veut se procurer mon livre, si on veut se le procurer, on passe par ce site et on l'a. Sinon, c'est pas possible. Il se vend sous le manteau, comme au 19e siècle, tu sais, les livres interdits. Ça va te faire plaisir, ça. Ce qui fait plaisir, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as tout d'un coup une censure qui s'organise dans le monde médiatique
le plus connu, le plus visible, le plus populaire, le plus en place. Et donc, ce monde se dit, on peut faire et défaire les succès. C'est-à-dire que nous, si on veut que quelque chose fonctionne, ben on va le promouvoir. Et si on ne veut pas que cette chose fonctionne, on va faire en sorte qu'elle ne soit pas plébiscitée par nos circuits. Or là, ça fonctionne sans être plébiscité par les circuits officiels, mainstream. Ce qui n'aurait pas été possible avant, tu penses? Je pense qu'avant... Parce que t'en as fait des promos, t'en as fait. C'était très difficile avant. Je pense que maintenant, il y a un monde parallèle qui s'organise de manière à pouvoir fonctionner sans le système. Pour moi, c'est un petit peu compliqué tout ça, parce que moi, je fais partie de l'autre monde, en fait. Je fais partie du monde de la notoriété depuis 45 ans. Et parce que mon premier disque de diamant, c'était il y a 45 ans. Donc ça fait presque un demi-siècle que je fais partie de ce monde de la notoriété, qui a toujours été le mien. C'était mon univers professionnel, naturel. Et maintenant, ce système ne veut plus de moi, puisque je le contredis, puisque aujourd'hui, l'opposition au système est interdite. Une parole qui n'est pas la réplique de la parole gouvernementale, non seulement elle n'a pas le droit de citer, mais en plus de ça, elle doit être éliminée, effacée. Donc moi, du coup, je ne peux plus évoluer dans mon milieu naturel, et donc maintenant, j'évolue dans ce nouveau système qui se met en place et qui me semble plus juste, plus chaleureux, plus humain. Et c'est étrange pour moi, tout d'un coup, cette bascule si rapide d'un monde à l'autre. Mais ça m'intéresse aussi. Passer de Walt Disney à la vente sous le manteau, ça doit quand même... Parce que tu as vraiment fait l'écart, quoi. Et quel argument on te donne pour pas le prendre? Le grand écart. Le grand écart. Ce qui me rajeunit. Oui. Quel argument on te donne pour pas le prendre? On me donne aucun argument. C'est d'ailleurs c'est mon éditeur qui... Non, c'est... tu sais, la censure, c'est ça. C'est-à-dire, on met une croix sur toi. C'est-à-dire que c'est même plus... Tu n'es même plus contesté, en fait. Tu es interdit. Tu sais, il y a des artistes qui ont connu ça dans d'autres pays du monde et qui, en ce moment, tu vois, qu'ils connaissent aujourd'hui encore. Mais dans l'histoire, par exemple, on a eu ça pendant ce qu'on a appelé le macartisme aux États-Unis. En plein macartisme, un militant communiste où un artiste communiste n'avait plus le droit de s'exprimer, n'avait plus le droit de travailler, n'avait plus aucun droit. Il était montré du doigt dans la cité, il était exclu de la vie sociale, il n'avait plus de droits. En Union soviétique, avant la chute du mur, on parlait de dissidents, les intellectuels, les artistes qui s'étaient opposés à ce système étaient baptisés les dissidents. Et là, il y en avait certains qu'on mettait dans des asiles psychiatriques. Et je pense que là, on est dans une bascule où on va vers ça. C'est-à-dire que si tu contredis le pouvoir, on va dire que tu es dingue. Oui. On va dire que on utilise beaucoup ce lexique. Que tu es enfermé dans l'ingénierie sociale et les éléments de langage qui sont utilisés comme complotiste. Tu vois, quand tu ne reproduis pas la parole du gouvernement, tu es un complotiste. Mais avec complotiste, il y a toute une chaîne derrière. Complotiste, terroriste, antisémite, tu vois. Et bientôt, et maintenant, ça commence à venir dingue, quoi. Tu vois. Et donc, toute cette ingénierie sociale basée sur des éléments de langage qui assimile les opposants à des fous dangereux, à des fous dangereux pour la société. Ça, c'est quelque chose qui appartenait au monde d'avant, le monde de la censure dans d'autres pays que le nôtre, quand notre pays était encore un pays qui respectait la liberté d'expression, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est marrant, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas encore à réaliser que notre pays ne respecte plus la liberté d'expression, que notre pays censure, que notre pays met les intellectuels et artistes dissidents au banc de la société, que notre pays persécute ces dissidents, qu'ils soient d'ailleurs dans le monde artistique ou dans tous les autres secteurs socio-professionnels. Et dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, les gens le valident et le disent que c'est normal aussi. C'est ça qui est dangereux. Là où tu as parfaitement raison, c'est que cette chose est en train de rentrer dans la norme. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui...
quand je dis plus personne, c'est pas vrai, mais est-ce que tu entends beaucoup de gens vraiment dérangés par le fait qu'on porte atteinte à la liberté d'expression, qu'on empêche un artiste de s'exprimer? Ça dérange de moins en moins de monde. Et en fait, la puissance finalement de la répétition par le monde médiatique de ce qui est considéré comme étant dans la norme fait qu'aujourd'hui, une personne qui ne reproduit pas le discours du gouvernement n'est plus quelqu'un considéré comme normal. C'est quelqu'un qui a un comportement anormal et donc qui doit être mis au banc de la société. Ça, c'est arrivé dans d'autres sociétés que la nôtre, que nous avons dénoncées d'ailleurs. On a dénoncé. Et parfois même, nous nous permettons encore de dénoncer. C'est ça que Macron est génial quand il donne des leçons. Voilà. Tu vois certains de ses discours, tu ne sais pas s'il parle du dictateur qui dénonce ou s'il parle de lui. Oui, il parle de lui en disant que c'est les autres. Voilà. Ça, c'est extraordinaire parce que tout ce qu'il dénonce, en fait, c'est ce qu'il fait. Mais il nous explique en fait que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas en réalité. C'est là où on est dans quelque chose qui relève de l'hypnose collective. C'est-à-dire que moi, quand je le vois faire ça, je suis... Si je ne voyais pas l'impact que ça a sur l'inconscient collectif, ça me ferait mourir de rire. En fait, je trouve pathétiquement drôle. Parce qu'il y a des gens qui sont positivement drôles. Lui, il est pathétiquement drôle parce qu'il n'y a rien de plus pathétique que... On n'est plus à l'époque François Hollande. Ce n'est pas juste marrant. Voilà. C'est pas juste marrant parce que ça fait des morts. Il y a quelque chose qui est assez ambivalent chez toi, je trouve. C'est que... j'aurais pensé que tu en souffrais. C'est que j'ai regardé tes dernières invitations médiatiques. Alors, on te fait parler de foot quand tu as de la chance. On te fait parler de politique. On te fait parler de santé. J'ai l'impression qu'on ne te fait plus parler de musique, on ne te fait plus parler de poésie. Et pourtant, tu arrives là, et la première chose dont on parle, c'est de politique. Oui, mais on ne me fait plus parler. Oui, mais même les fois où tu es là, et ça t'impacte, ça t'énerve qu'on te fasse parler davantage de politique, davantage de santé que de poésie, que de choses... Je sais pas, je reçois le Grand Prix de la Société des poètes français, j'ai pas envie qu'il me parle d'immunité. Là, bien sûr, on va parler de ce qu'on veut. Mais est-ce que ça t'impacte? Est-ce que des fois, tu te lèves le matin, tu te dis bon, allez, là, aujourd'hui, c'est le Francis Lalanne politique. Et puis, 2 heures après, ça m'emmerde, j'ai envie que ce soit le Francis Lalanne poète. Est-ce qu'il y en a plusieurs des Francis Lalanne pour toi? Est-ce que tu faisais le lien avec le devoir de l'artiste? Pour toi, c'est une obligation, l'engagement? Alors, oui. Alors, mais d'abord... Je veux te remercier pour cette question qui me touche, en fait. Tu me touches, là, vraiment. Tu me dis, en gros, Francis, voilà, tu es Grand Prix de la Société des poètes français, prix Tristan Tzara de poésie. Je t'invite sur un plateau. Moi, je vais te demander de me parler de poésie. Et en fait, quand on t'invite, maintenant, on t'invite plus, tu n'as plus le droit de parler, etc. Mais quand on t'invite, finalement, on te demande plus de parler de ton art, on te demande de parler politique. Ça, c'est quelque chose... qui me touche. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas un guerrier. Je suis que d'amour. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un poète. Et en fait, mon âme, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le combat politique. Mais si je m'engage dans ce combat politique, c'est parce que c'est mon devoir de citoyen et que je ne me dérobe pas. Et en même temps, si je m'engage dans ce combat politique, c'est parce que j'ai jamais dissocié ma vie de poète et ma vie de citoyen. C'est-à-dire que je suis un poète citoyen. Et qu'à partir du moment où je vais écrire un poème où je dénonce une injustice, dans ma vie de citoyen, je dois dénoncer également cette injustice. Je ne peux pas dire faites ce que j'écris, mais ne faites pas ce que je fais. Je dois être en conformité avec ma vie poétique dans ma vie citoyenne. Donc ma vie politique est un prolongement de ma vie poétique dans ma vie citoyenne. Le problème, c'est qu'au moment où ça finit par prendre le pas sur ma vie poétique, ma vie politique, ça me place dans une situation d'âme, comme dirait Antonin Artaud, qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que je suis en train de me transformer en guerrier, en fait. Or, je ne suis pas un guerrier. Je suis un poète. Et si j'avais su qu'être un poète me mènerait à ce point à devenir un guerrier, peut-être que j'aurais pas voulu l'être pour ne pas devenir un guerrier. Aujourd'hui, j'ai la sensation d'être passé dans cette espèce de cocon qui transforme la chenille en papillon, tu vois. J'ai l'impression que dans ce cocon que j'ai construit pour être fidèle à moi-même, je me suis liquéfié
comme la chenille, et que mon ADN s'est recomposé, et que je suis devenu ce guerrier. Et qu'aujourd'hui, mon action politique a pris le pas sur mon action poétique dans le regard des autres. Et le regard des autres étant la seule photo que je peux avoir de l'être humain que je deviens, je me pose la question finalement. Du regret? Non, pas du regret. Je me pose la question du bien fondé, de séparer l'âme de l'homme. Est-ce qu'il faut séparer l'âme de l'homme? Est-ce que l'âme n'est pas la place de l'homme et est-ce que l'homme n'est pas la place de l'âme? En fait, je pense que j'ai toujours été un guerrier qui s'ignore et qui a pris son glaive pour une plume. Sa plume pour un glaive? Non, qui a pris son glaive pour une plume. Alors que sa plume était un glaive. Justement, toi, en tant que poète, parce qu'on peut le dire comme ça, en tant que poète, tu avais fait une chanson en 2015 pour dénoncer les langues qui disparaissent. Est-ce que tu ne crois pas que notre société, qui de plus en plus s'appauvrit en mots, devient du coup incapable de décrire les mots qui l'accablent? Exactement. C'est pour ça que j'avais fait... C'est pour ça que ces gilets jaunes qui étaient pris en traquenard sur les plateaux de télé face à des gens qui ont encore une formation qui n'est plus du tout poétique, qui est journalistique, qui est très mécanique, mais se retrouvaient parfois en face de mots qu'ils ne comprenaient pas. C'est là que le mépris de classe pouvait s'engouffrer. Qu'on disait, regardez, ils sont nuls. Oui, d'autant plus que... Il y a un lien pourtant entre l'appauvrissement de la langue et l'incapacité de faire aboutir les révoltes. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'univers médiatique, on réduit de plus en plus le spectre du langage à quelques mots-clés et surtout à tous les éléments de langage qu'on veut imposer à l'inconscient collectif pour en faire la norme et la référence des idées qu'on veut imposer. Alors, à ce stade, mesdames et messieurs, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Vous pouvez vous retrouver dans un colloque. Vite fait, règle de base numéro 1, vous allez dans un colloque pour être d'accord. Pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque. Vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord, c'est très mal vu. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je ne sais pas quoi, dans ce cas-là, vous dites « je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent ». Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle. Et donc là, le type est salaud. Vous avez plusieurs entrées en matière très rassurantes. La première, c'est au fond. Alors, je vous l'ai fait, vous avez compris le truc. Hein. Par exemple, vous imaginez un colloque sur violence et banlieue. Alors, si c'est un colloque du ministère de la Culture, vous dites, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est un problème de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle? Vous voyez? Alors là, vous imaginez la même question traitée par le ministère de l'Intérieur, hein, de la Justice. Enfin, donc vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on pourrait se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement un problème de délinquance? Vous voyez, donc ça marche très bien. Vous avez l'introduction très classique, c'est « Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti ». Alors, vous ne l'avez pas vu passer, c'est « revenir ». Le mot important, ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau et c'est très très rassurant. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Hein. Lui utilise à tout casser, quoi. 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local. Le préfet, s'il est là, il utilise 2 mots, lui, République, sécurité, enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites,
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, ils n'entraîneraient, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants, dans une relation de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social, et qui n'est rien d'autre en définitive que la vieille question de la participation, ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas en définitive, c'est amusant, de partenariat que nous voulons parler? Donc, effectivement, mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que ce monde qui réduit le spectre du langage dans l'inconscient collectif, il va, lui, vouloir présenter son langage à lui comme étant la référence. Et donc, si tu ne parles pas ce langage, tu es méprisé. Et ça, c'est grave, parce que moi, j'ai des spécialités, je sais, il y a plein de choses que je sais faire, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et il y a, par exemple, demain, s'il faut parler d'un moteur à explosion avec un garagiste, ben, je serais très, très embêté, parce que je n'aurais pas les références qu'il a, je n'aurais pas la connaissance qu'il a d'un moteur, de comment fonctionne une voiture. Moi, j'ai que des connaissances tout à fait évasives. Et donc, c'est sûr que s'il veut me mépriser à ce moment-là, il a les éléments pour le faire. Parce qu'il va me dire, t'es un ignare, tu sais pas comment marche un moteur de voiture. Je suis pas un ignare pour autant. Et c'est pas parce que tu n'as pas la connaissance de l'histoire ou la connaissance de certaines, enfin, d'une certaine culture que tu es un ignare. Tu as une autre culture. En revanche, ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on va dénoncer la culture. On va la dénoncer, on va la nier. La personne qui aujourd'hui se présente comme étant le président de la République française de manière illégitime, eh bien ce monsieur légal, mais illégitime. Voilà. Eh bien ce monsieur se répand partout dans le monde en disant que la culture française n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va nier les éléments culturels. On va montrer du doigt les gens qui font référence à cette culture, qui parlent par exemple un français qui n'est pas le français des médias ou le français... Combien de fois j'ai entendu, alors que je faisais une phrase française, et en français ça veut dire quoi? Parce que la personne, c'est horrible, ça. La personne qui m'interroge ne connaît pas les mots que j'emploie. Et donc, comme elle ne les connaît pas... Elle cache son ignorance par du mépris. C'est-à-dire qu'elle transforme son ignorance en complexe de supériorité. Je veux dire, je devrais, moi, être un ignorant pour être audible. Ouais. Et le pire, c'est que les mecs le font avec la démagogie très souvent,
de dire, excusez-moi, hein, si je me mets à la place du prolo, Voilà. qui n'a pas compris votre phrase, Voilà. alors que C'est-à-dire qu'on part ce summum-là, t'es Voilà. au-dessus encore dans l'objection. On part du principe que le Ça français, donne Eric Nolot, tu vois. voilà, le français dit moyen Mm. est un culte. On part de ce principe-là parce que Mm. l'animateur étant un culte, il considère que la majorité des Français le sont, ce qui est faux. La majorité des Français et la plupart des Français ne sont pas un culte. Et surtout, ceux qui ne comprennent pas vont très souvent ouvrir le livre, le dictionnaire, pour le comprendre en plus. D'une part, mais moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je demande qu'on m'explique. Tandis que eux, à partir du moment où tu dis quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils vont t'expliquer que c'est toi, en fait, c'est toi l'inculte parce que tu es cultivé. Tu devrais avoir le même niveau de culture que la personne qui te questionne. Et la personne qui te questionne, elle t'explique donc que la question est plus importante que la réponse. Tu vois, c'est-à-dire que toi l'invité, tu deviens un prétexte à ce que la personne qui t'invite se présente comme étant la personne importante dans la discussion. Mais cette personne, elle n'a pas ton niveau de culture, donc c'est toi l'imbécile. Comme tu es plus cultivé que cette personne, c'est toi l'imbécile. Et ça, c'est des choses qui circulent dans l'inconscient collectif, parce qu'on les fait circuler. Et tout d'un coup, tu vas avoir des gens, hélas, qui vont en être victimes. Et quand tout d'un coup, tu vas citer Platon ou tu vas citer Spinoza, on va te regarder comme un imbécile. Il y avait Alexandre Astier, que j'ai beaucoup de respect, qui avait un jour dit comme ça, je me souviens dans une interview où il était face à une nana de télé-réalité, et on lui dit « Mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous prendre la tête ?» Il s'était insurgé contre cette expression très contemporaine de se prendre la tête, comme quelque chose d'horrible, quoi. Aujourd'hui, penser, réfléchir, c'est se prendre la tête. C'est affreux. Bah, vous l'avez regardé Non, mais déjà je l'ai regardé déjà, oui. Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est Pas grave? vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables, mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, alors ça, Vous c'est avez envie de vrai. dire quelque chose? Bon, Marie-France? no comment. Ouais. C'est Chantal? pas tellement fait Non, pour mais être de temps en commenté, temps, ceci dit. de temps en temps, c'est- Non, non, mais en même temps, Moi, c'est un peu sec, quoi. on ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut Ça, aussi vous l'avez pas compris, se la le libérer, il faut aussi voir des choses, exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit mais peu c'est ça. comme ça, et on n'est Mais pas c'est pour ça. autant débiles, Ah non, j'ai jamais dit voilà, ça. on passe bien. Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours. Ne confondons Mais pas, quel ne discours? confondons Il y a pas pas de essayer de voir discours, quelque en fait. chose de Il y brillant a pas de et discours. se prendre la tête. Il n'y a pas de On discours. ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand Mais même vous un pensez pas que amalgame c'est très un dangereux. jeu? Oui, mais pensez vous pas avez que vu c'est un jeu? le nombre de téléspectateurs qui le regardent? C'est très Je vous regardé. félicite alors ça, Ça veut mais dire qu'ils franchement. regardent, hein? Ça veut dire qu'ils ont Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense c'est que pas c'est grave parce qu'il y a Alors, beaucoup de gens qui regardent. la France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus, dans cette société globaliste et mondialiste, on ne souhaite plus la présence d'individus dans l'humanité. Mhm. Et on ne souhaite surtout plus que les personnes puissent avoir une réflexion personnelle. Donc, si elles se cultivent, elles vont avoir une réflexion personnelle. Mhm. Si on leur présente la culture comme quelque chose de valorisant, elles vont vouloir se cultiver. Et donc, on va toujours avoir tendance à traiter avec mépris la personne qui est cultivée et présenter comme étant cultivée la personne qui parle la novlangue, qui parle la langue d'État. Et tu vas avoir des intellectuels parlant la langue d'État qui vont se présenter devant des intellectuels qui ont le même niveau de culture qu'eux, qui ne parlent pas la langue d'État. Et ces intellectuels qui manifestement le sont, et ont un niveau de culture qui est peut-être supérieur à la moyenne, en montrant du doigt leurs alter-ego qui ne parlent pas la novlangue, ils vont les désigner comme ne participant pas au monde de la culture, c'est-à-dire ne faisant pas partie du monde de la culture, n'étant pas des gens cultivés. C'est-à-dire que on va leur répondre en s'appuyant sur justement les fondements culturels qui procèdent à nos réponses, mais
on va vous regarder comme un fou à qui on passe une camisole de force et qui tient un langage incompréhensible. Alors que la personne qui vous aura lancé dans cette conversation sur la même base, elle, faisant partie du monde qui parle la novlangue, elle sera considérée comme le sage, le sachant, la personne cultivée représentant le monde de la science, de la culture, le monde incontestable, le monde de la pensée globale, de la pensée unique. Tu disais, il y a 15 ans, passe encore que les flics et les juges parlent au nom de leur loi, que les politiciens qui nous grugent le fassent au nom de nos voix. Est-ce que pour toi, 15 ans plus tard, ça passe encore? Tu poses des questions terribles. Passe encore La que chanson, les c'est au nom de juges- Dieu. Oui. Passe encore que les flics et les juges parlent au nom de leur loi, Que les politiciens qui nous grugent le fassent au nom de nos voix. Voilà, c'est ça. Pour c'est toi, à ça. l'époque, ça passait. C'était encore acceptable. Et puis là, tu vas tomber pour désobéissance civile. Pourquoi ça passe plus pour toi, 15 ans après? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Qu'est-ce qui a fait passer cette frontière de l'encore acceptable à l'inacceptable? Ce qu'on disait tout à l'heure, Hollande, ça allait encore. Macron, ça passe plus. Mais ça casse, par contre. Oui, ça casse. C'est parce que ça casse, parce que C'est ça pas- fracasse des gilets c'est jaunes. Parce que ça casse. Ça passe plus parce que ça casse. C'est-à-dire que là, maintenant, on s'en prend à toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, on te casse, on te brise, on te suspend, on t'enlève ton travail, on t'enlève le droit de te distraire, on fait de toi un paria dans la société, on dresse ton frère contre toi. C'est-à-dire que jusque-là, on pouvait ne pas être d'accord dans Bien, cette tu société. reprends l'image biblique de la chanson qui l'était. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que jusque-là, on pouvait encore ne pas être d'accord. On pouvait même le dire. On pouvait même être, encore un peu de temps avant, subventionné pour le dire. Oui. Mais maintenant, fini Coluche. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, si tu ne dis pas ce qu'on te dit de dire, si tu ne fais pas où on te dit de faire, on t'exclut de la société. On t'exclut. Du coup, on revient à ton livre, parce Oui. que tu dis l'occupant de l'Élysée. Oui. Est-ce que pour Francis Lalanne, on est en démocratie? Non. Mais depuis quand? Mais on n'a jamais été en démocratie. Jamais. Jamais. Ça fait partie des grands mensonges de l'histoire. La démocratie, ça a existé dans une cité grecque qui s'appelle Athènes, d'ailleurs où il y avait des esclaves. Hein. Ça a existé pendant le grand rêve de la Commune de Paris. Mais à l'échelle d'une nation, la démocratie, ça n'a jamais existé. On peut penser, oui, que la Suisse est une démocratie parce qu'il y a énormément de consultations populaires à bien des niveaux. Mais il y a d'échelle aussi. Mais il y a quand même des représentants. À partir du moment où il y a des représentants, on n'est plus en démocratie. Un peu l'avis d'Étienne Chouard là-dessus. Ah oui, Étienne, il est pire que moi, Étienne. Oui, parce qu'Étienne dit... et il l'a payé pareil. Pas pareil. Mais je te dirais pourquoi Étienne est pire que moi. Parce que moi, je pense qu'il y a une possibilité... Il y a une possibilité pour un système représentatif d'avoir un fonctionnement démocratique. C'est là où Étienne et moi, on n'est pas toujours d'accord. Quoique, je pense qu'au fond, il l'aime et ça l'embête de le dire comme je le dis. Mais effectivement, la démocratie, ça n'est pas décider qui va décider. La démocratie, c'est décider. Quand on décide qui va décider, c'est-à-dire quand on confie à des représentants le mandat de décision, on n'est plus en démocratie. On est dans ce qu'on appelle un système représentatif. Ou, on peut dire aujourd'hui, une république. La république, c'est un principe de fonctionnement représentatif. Ça n'est pas une démocratie. Moi, j'oppose aujourd'hui le principe démocratique au principe républicain, même si à l'origine du principe républicain, tu retrouves dans ses fondements les grandes valeurs prônées par les démocrates, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de décider de son destin par une autre voie, qui est la voie du représentant. Mais je pense que ces deux offres sont légitimes. Moi, je comprends aujourd'hui que des gens n'aient pas envie de se mêler des affaires de leur pays et ils se disent, moi, je vais confier ça à des gens qui vont faire bien le boulot, des gens honnêtes, etc., etc. Et je comprends que des gens disent, mais jamais de la vie, moi, je ne vais pas confier les affaires de mon pays à des gens, je vais m'occuper moi-même des affaires de mon pays. Le problème, c'est que cette offre politique-là, qui s'appelle la démocratie, la seconde dont j'ai parlé, eh bien, cette offre démocratique-là n'existe pas aujourd'hui dans le débat politique. Il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une, c'est celle de ce qu'on appelle la République, du système représentatif. Et ça ne va pas. Ça ne va pas parce que, pour que ça soit démocratique, c'est là où parfois, dans nos discussions, on diffère, Étienne et moi, c'est que moi, pour que ça soit démocratique, il faudrait respecter des principes fondamentaux qui ont été à l'origine de la République, et notamment le principe de ce qu'on appelle, depuis l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la séparation des pouvoirs. En fait, le fractionnement des pouvoirs, pour reprendre les mots de Montesquieu, c'est-à-dire un système où le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir est fractionné. C'est-à-dire que le pouvoir législatif est autonome, indépendant, le pouvoir exécutif autonome, indépendant, le pouvoir judiciaire autonome, indépendant. C'est à ce moment-là qu'on peut établir, dans le cadre du système représentatif, un principe vertueux, c'est-à-dire un principe démocratique. C'est-à-dire, Montesquieu dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Si le pouvoir arrête le pouvoir, il n'y a pas d'interconnexion entre les pouvoirs. Donc, il n'y a pas possibilité de concentrer les pouvoirs. Parce que le contraire, finalement, de la démocratie, c'est la dictature. Et la dictature, la tyrannie, comme dans notre hymne national, c'est la concentration des pouvoirs. Or, si, prenons les 3 corps intermédiaires qui sont les corps intermédiaires traditionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc il faudrait, je pense, rajouter le médiatique qui est ignoré. Aujourd'hui, il faudrait rajouter le médiatique, le financier. Oui. Mais prenons la base. La base. Pour que ces 3 corps intermédiaires donnent un fonctionnement démocratique au système représentatif, il faut que chacun puisse exercer son droit de vigilance sur l'autre. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu as l'exécutif qui concentre tous les pouvoirs. L'exécutif fait les lois. C'est-à-dire que le pouvoir législatif n'est pas déconnecté du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir législatif devrait contrôler le pouvoir exécutif. Quand vous regardez le statut de la magistrature, vous voyez que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 nous dit que les procureurs travaillent sous le contrôle et la hiérarchie du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Or, la Constitution, j'ai expliqué au tribunal, mais on n'a pas voulu aller plus loin. La Constitution, elle est sur les portes de la Cour d'appel de Bordeaux, en transparent. Elle dit, une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas effective, n'a pas de Constitution. Donc il faut poser la question des contre-pouvoirs. Il faut poser la question surtout des corps composés par des personnes qui ne sont pas élues, mais qui sont cooptées, et qui vont modifier l'institution selon les besoins du monarque. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir n'arrête plus le pouvoir. C'est-à-dire, dans une république vertueuse, c'est-à-dire avec un fonctionnement démocratique, l'Assemblée législative fait les lois, le pouvoir exécutif, lui, s'assure que ces lois seront exécutées, et le pouvoir judiciaire va arbitrer tous les litiges entre les gens et la loi et la loi, les gens et les gens, bref. En outre, chacun de ces pouvoirs va surveiller l'autre et faire en sorte que l'autre n'abuse pas de ses prérogatives. Cette fonction de vigilance qui est à la base de l'esprit des lois, cette fonction de vigilance, aujourd'hui, elle n'est plus assurée par les corps intermédiaires. Et on a des députés, aujourd'hui, des parlementaires qui sont soumis à l'exécutif. À partir du moment où les parlementaires sont soumis à l'exécutif se retrouve détenteur de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, et il a le pouvoir judiciaire, puisque les juges dépendent des dénominations qui sont faites par les... Le plus bel exemple contemporain, c'est notre ministre de la Justice qui va choisir le juge qui va le juger. Voilà. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, nous ne sommes ni en démocratie, puisque c'était ta question au départ, ni en république. Et tu vas me dire, mais pourquoi? À quel moment, finalement, cette 5e République a cessé de l'être? Pour moi, la 5e République cesse de l'être quand elle crée un principe monarchique latent par le suffrage universel. Donc les années 60. 65. La Constitution 58, bon, elle a ses vertus, elle a ses défauts, elle a ses vides aussi. Elle a son contexte. Elle a son contexte. Elle contient aussi en elle même
les gènes d'un possible glissement vers la monarchie. Mendès France l'avait très bien expliqué à son heure. Mais, à mon avis, ce qui rend ça possible, ce qui crée une dérive présidentielle dans le contexte de l'institution républicaine, c'est le suffrage universel. Parce qu'on va considérer à partir du moment où la France entière va désigner le président, que c'est lui le patron, c'est lui qui finalement... c'est comme si les Français élisaient un roi, un monarque. Combien de fois on entend des représentants du gouvernement quand on leur dit « mais le président avait ça », bah oui, mais les Français ont voté. Oui, mais les Français n'ont pas voté pour un roi ou pour un monarque. Ils ont voté contre quelqu'un et pas pour, oui, spécifiquement cette élection. Mais cette dérive présidentielle, elle est directement issue pour moi du suffrage universel. Jusque-là, la notion de gouvernement, la notion de chef du gouvernement, la notion de séparation, de fractionnement des pouvoirs, tout ça, bon an, mal an, fonctionne. Ça n'est pas de la démocratie, mais il y a un fonctionnement démocratique, malgré tout. À partir du moment où on va créer une sorte de mythe qui est que la personne élue par le peuple est celle qui doit prendre toutes les décisions et qu'elle doit finalement commander au corps intermédiaire, les corps intermédiaires, ils perdent complètement leur substance, leur signification. Ils n'existent plus en tant que corps intermédiaire. Ils deviennent des sortes d'assemblées de contractuels qui sont là pour tamponner les décisions du monarque. Et ça n'est pas l'esprit de la Ve République. Et en tout cas, la lecture que j'en fais, moi, n'est pas celle qu'en font aujourd'hui ceux qui gouvernent, ou qu'en fait par exemple un Éric Zemmour. Moi, j'ai pas du tout la même lecture que lui de la Ve République. Et quand il dit c'est l'institution, c'est la Ve République, je veux dire que je suis pas d'accord avec ça. C'est comme s'il me disait un marteau, quelqu'un a tué quelqu'un avec un marteau. Ah bah oui, c'est un marteau, c'est normal. Un marteau, si on frappe avec un marteau, on va tuer quelqu'un. Oui, mais un marteau, c'est pas fait pour taper sur le crâne des gens. Un marteau, c'est fait pour planter des clous. Donc la Ve République, elle n'a pas été faite pour créer un monarque. Alors maintenant, si tu t'en sers pour créer un monarque, c'est comme si tu te sers d'un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un. C'est pas le bon fonctionnement. Alors bien sûr que tu peux le faire, mais c'est pas le bon fonctionnement. Et si toi, tu décides à un moment donné d'utiliser un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un, tu prends une responsabilité vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la personne que tu vas fracasser, etc. etc. Aujourd'hui... Et ce glissement présidentiel aboutit aujourd'hui à une situation qui n'est plus gérable, c'est qu'une seule personne va décider pour 65 millions dans notre pays qui prétend être une démocratie. C'est une absurdité, c'est une aberration, ça n'est pas défendable, ça n'est pas possible, ça n'est plus acceptable. Et la seule manière de faire en sorte que ça s'arrête, c'est que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, reprenne en main sa prérogative. Et c'est là où le système est vicié. C'est parce que pour que l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse jouer ce rôle, il faudrait la disparition des partis politiques. Et ça, le général de Gaulle, qui est à l'origine de la Constitution de 58, n'aimait pas les partis politiques. Mais il disait des partis politiques que le parti politique, ce qu'il appelait le gouvernement des partis, est, je le cite, une catastrophe nationale. Une catastrophe nationale. C'est-à-dire que pour lui, clairement, le principe partisan, c'est-à-dire le principe partisan, c'est le principe des partis, va corrompre le principe républicain vertueux, on va dire celui qui a un fonctionnement démocratique. Pourquoi ? Parce que les partis politiques vont fonctionner comme des sectes mafieuses, des communautés d'intérêts, comme le disait le général de Gaulle, qui vont privilégier leur intérêt au détriment de celui du peuple français. C'est-à-dire, pour être plus prosaïque et pour faire un peu de poésie, on va préférer à l'intérêt de la patrie l'intérêt du parti. C'est-à-dire, le partisan, le politicien qui appartient à un parti politique, il ne va pas travailler pour la patrie, il va travailler pour son parti. Et on arrive à ce paradoxe qu'il n'a pas été élu par son parti. Il a reçu l'investiture par son parti. Mais il a été élu par des Françaises et des Français qui ne sont pas forcément de son parti. Mais au lieu de leur rendre des comptes, c'est-à-dire au lieu de rendre des comptes aux Françaises et aux Français qui l'ont élu, ou à ses administrés, etc., même s'ils n'ont pas voté pour lui, il va rendre des comptes à son parti. C'est-à-dire, au lieu d'obéir à ses électeurs, ses électrices, il va obéir à son parti. Donc voilà un système où on vote pour une personne
Et à partir du moment où cette personne est élue, elle ne se soucie plus de qui l'a élue. Mais elle va travailler pour la structure qui lui a donné l'investiture. Ça, c'est la catastrophe nationale dont parle le général de Gaulle. Si demain, l'Assemblée nationale était composée par des membres indépendants, des élus indépendants, des élus n'appartenant à aucune formation politique. Après, aujourd'hui, il y a aussi la question du lobbyisme. C'est-à-dire que ne pas faire partie d'un parti politique n'est plus forcément une garantie d'indépendance. Mais admettons. Admettons que tu interdis le lobbyisme, que seuls ont le droit d'entrer à l'Assemblée nationale les représentants du peuple et personne d'autre, qu'ils soient eux-mêmes surveillés, puisque le pouvoir doit arrêter le pouvoir, l'exécutif doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption, il doit y avoir une police parlementaire, tout ça c'est quelque chose qui peut s'établir. L'intégrité, le maintien de l'intégrité, la révocation, tout. Voilà, le maintien de l'intégrité de l'élu indépendant, c'est quelque chose qui peut totalement s'organiser par la surveillance. Et la surveillance, elle est normale à partir du moment où on a des responsabilités à l'échelle régionale, locale, nationale, enfin peu importe. Eh bien, si demain, on avait des députés indépendants, libres de leurs décisions, consultant régulièrement leurs administrés, ayant l'interdiction de se commettre avec quelques lobbyistes que ce soit, ou quelques cabinets de conseil que ce soit, etc., etc., eh bien, on aurait à l'Assemblée nationale une assemblée composée de gens capables d'arrêter le pouvoir exécutif si l'exécutif abuse de ses prérogatives, ou d'arrêter le pouvoir judiciaire s'il en est de même pour le pouvoir judiciaire. On aurait surtout une assemblée composée de gens qui en permanence débattraient. Il y aurait des débats. Et de ces débats se dégagerait à chaque discussion une majorité. Mais cette majorité, ça ne serait pas une majorité d'appareil. Qui ont souvent pris leurs décisions avant le discours, qui ne sert à rien. Avant même le discours qui ne sert à rien. Donc ce ne serait pas une majorité sectaire, ce ne serait pas une majorité d'appareil, ce serait une majorité de débat. Un jour, Pierre et Paul voteraient contre Jacques, mais le lendemain, Pierre et Jacques voteraient contre Paul. Et donc chaque jour, chaque débat aurait sa majorité, sa minorité. Mais ce ne seraient pas des minorités et des majorités constantes qui aboutiraient au règne d'un groupe sur un autre, c'est-à-dire au règne d'un groupe majoritaire sur un groupe minoritaire. Parce qu'il n'y a aucune différence finalement de fond, même s'il y a une différence de forme, entre un grand costaud baraqué qui va taper un plus petit et 4-5 gars qui en tiennent un 6e pour qu'il se fasse tabasser par un 7e. En fait, la forme est un peu différente, mais sur le fond, c'est un principe autoritaire. Donc, la seule majorité qui puisse être démocratique dans une assemblée nationale, c'est une majorité de débat. Et la seule présence démocratique d'une représentation nationale au sein d'un corps intermédiaire qui serait le Parlement, c'est une présence qui ne soit pas parasitée par l'appartenance à une formation politique. Aujourd'hui, si on veut retrouver un fonctionnement vertueux dans le cadre du fonctionnement de nos institutions, il faut interdire les partis politiques. Il faut interdire toute forme de groupement préalable à la discussion. Tu sais, On va te dire que tu es antidémocrate. Pardon ? Si tu dis demain je veux interdire les partis, on va te dire cet homme n'est pas un démocrate. Alors je répondrai, sauf à ce que l'Assemblée nationale, composée d'élus indépendants, autorise la création de formations politiques. Ah ben non, parce qu'ils le feront. Mais pourquoi ils le feraient ? Pourquoi ils le feraient ? Parce que la structure du parti politique amène des avantages financiers, amène un certain nombre d'avantages dont ils ne veulent pas se passer. Tu es en train de dire finalement la même chose que moi. Il faut en finir avec les partis politiques. Si tu en finis avec les partis politiques, tu en finis avec le financement des partis politiques. Il n'y a plus d'avantage financier à faire partie d'un parti politique, donc il n'y a plus d'avantage à faire partie d'un parti politique. Donc ils le revoteront pour le retrouver ? Non, ils ne le revoteront pas, parce qu'ils auront créé un système où leur intérêt ne sera pas lié à des trafics d'influence. Et je t'explique très simplement quel est cet intérêt. Si demain, ce n'est pas le parti politique qui fait la loi, qui va faire la loi ? L'électeur. Oui. Donc tu es en direct avec tes électeurs. Donc ton intérêt, soit tu es honnête et désintéressé, et ton intérêt c'est de servir tes électeurs. Celui-là, on va l'oublier pour l'instant, puisque nous nous intéressons à la malhonnêteté et au manque d'intégrité chez l'homme. On ne va pas refaire l'homme. Bon. Mais
Prends quelqu'un qui n'est pas intègre, quelqu'un qui veut être élu parce qu'il y trouve des avantages. Eh bien, à partir du moment où tu supprimes le parti politique, son intérêt, c'est de plaire à ses électeurs. Son intérêt, c'est de faire en sorte que ses électeurs se retrouvent dans ses décisions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Toute la journée, il va chercher à savoir qu'est-ce que la majorité de ses électrices et de ses électeurs voudraient qu'il fît pour le faire. Parce qu'il se dit à ce moment-là, ben, si je leur fais plaisir, ils revoteront pour moi. Donc, même si tu pars du manque d'intégrité, qui est celui Il faut de intégrer certains. l'opportunisme de l'homme. Oui. C'est là où tu as une pensée libérale. Tu n'essayes pas d'imaginer une société parfaite, mais tu tiens compte du moindre mal et de l'homme tel qu'il est dans sa nature. Et que libéral dans le sens pas économique. Oui, merci. Parce que là, tu vas planter un couteau dans le cœur. Non, je parle bien de la pensée philosophique et politique libérale qui dit... L'angélisme politique, si tu veux, est un moyen d'aliénation intellectuelle utilisé par les dictateurs pour faire croire aux gens qu'ils sont libres. C'est-à-dire que, en fait, les gens se présentent comme étant des anges. En fait, ils disent « nous, on est le camp du bien, donc nos décisions sont bonnes ». C'est exactement ce que fait le paltoquet président. C'est ce qu'il fait. Il t'explique. Lui, c'est le camp du bien. Donc, quand il dit quelque chose, c'est bien. Il n'a même pas à t'expliquer pourquoi. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est forcément bien. Puisque lui, il est l'archange du bien. Alors, ça, c'est un fonctionnement. À force de taper ça dans la tête des gens, ça rentre dans la tête des gens. Et les gens finissent par se dire, non, mais puisqu'il l'a dit, c'est bien. Mais non. Non, ça, Hitler, il fonctionnait comme ça, Mussolini fonctionnait comme ça, tous les grands dictateurs ont fonctionné comme ça. C'est les petits pères du peuple, tout le monde les adore. Et tu es obligé, à un moment donné, si tu veux faire évoluer ta pensée, tu es obligé de faire la différence entre ce que j'appelle le récit national et l'histoire. Tu comprends? Le récit national, c'est tout ce qui est là pour te vendre l'histoire dont tu as besoin pour imposer ton pouvoir. Je te dis des choses toutes simples, mais ça date pas d'aujourd'hui, ce que je te raconte. Quand tu lis La guerre des Gaules, qui est finalement le seul reportage qu'on ait de ce qui s'est passé entre Vercingétorix et Jules César, et qui a été écrit par Jules César, c'était lui le chroniqueur de sa guerre des Gaules, ben, tu arrives à des conclusions qui sont pas conformes à ce que César te raconte. Tu comprends? La fin de l'histoire, elle est incompréhensible. Tu as Vercingétorix enfermé dans Alésia, qui a soutenu le siège de César, qui a construit son oppidum autour de la cité, en attendant les renforts. Puis tu as les renforts qui finissent par arriver. D'accord? Et donc, César, il est pris en sandwich entre les assiégés et les renforts qui arrivent. Et la page suivante, c'est Vercingétorix qui se rend à César. Je voudrais comprendre. Oui, il manque des trucs. Il manque des trucs. Quand tu vois, par exemple, le portrait de Vercingétorix, je reste sur la guerre des Gaules parce que c'est un exemple facile puisque on a tous étudié ça à l'école. Mais quand tu vois, par exemple, le portrait de Vercingétorix sur la pièce en or de l'époque où tu as le profil de Vercingétorix, il est glabre. Il n'a pas une grande moustache, il n'a pas une barbe. Il est très jeune. Jules César l'appelait l'adolescent. Il a les cheveux frisés, le nez grec. Et dans tous les livres d'histoire, au même titre qu'on raconte à nos frères et sœurs sénégalais, nos ancêtres les Gaulois, tu vois, comme si c'était leurs ancêtres, on leur raconte que Vercingétorix avait un casque d'Astérix avec des longs cheveux blonds, qu'il avait les yeux bleus. Bon. Alors que très probablement, c'était un jeune, on le voit sur sa médaille, avec un profil grec, un nez grec, glabre, les cheveux frisés, courts. Tout ça, pourquoi? Tout ça pour finalement nous entraîner. Pour moi, Vercingétorix, c'est Christophe Lambert. J'en suis resté à un mauvais film que tu as peut-être vu. En fait, celui qui ressemble le plus à Vercingétorix tel qu'il est sur sa médaille, c'est Tony Curtis. Gabriel Attal, non? Non, c'est Tony Curtis. Tony Curtis, tu sais, dans Spartacus. Qui a les cheveux bouclés, Tony Curtis. Mais quand il était jeune, il avait cette tête, ce visage qui est celui de Vercingétorix sur la médaille. Tout ça pour dire qu'en fait, entre le récit national et l'histoire, il y a un chemin qu'il faut faire pour aller vers la vérité. Et surtout, quand on n'est pas certain de la vérité, se faire sa religion soi-même, se faire son opinion soi-même. C'est-à-dire prendre les éléments, non pas qu'on nous a imposés avec la vision qu'on nous a imposée à l'école, mais lire des livres, aller à la recherche de la vérité, se faire une idée par soi-même. On ne peut plus continuer à être éduqué par Wikipédia, c'est pas possible.
Quand on sait la manipulation qu'il y a sur Wikipédia. Moi, j'ai essayé à un moment donné d'enlever toutes les contre-vérités qu'on dit sur moi dans Wikipédia. Je les enlève, et au moment où je les enlève, dans l'instant où je les enlève, on les remet. And then there's Wikipedia. AstroTurf's dream come true. Billed as the free encyclopedia that anyone can edit, the reality can't be more different. Anonymous Wikipedia editors control and co-opt pages on behalf of special interests. They forbid and reverse edits that go against their agenda. They skew and delete information in blatant violation of Wikipedia's own established policies with impunity, always superior to the poor schlubs who actually believe anyone can edit Wikipedia, only to discover they're barred from correcting even the simplest factual inaccuracies. Try adding a footnoted fact or correcting a fact error on one of these monitored Wikipedia pages and poof, sometimes within a matter of seconds, you'll find your edit is reversed. In 2012, famed author Philip Roth tried to correct a major fact error about the inspiration behind one of his book characters cited on a Wikipedia page. But no matter how hard he tried, Wikipedia's editors wouldn't allow it. They kept reverting the edits back to the false information. When Roth finally reached a person at Wikipedia, which was no easy task, and tried to find out what was going wrong, they told him he simply was not considered a credible source on himself. A few weeks later, there was a huge scandal when Wikipedia officials got caught offering a PR service that skewed and edited information on behalf of paid, publicity-seeking clients in utter opposition to Wikipedia's supposed policies. All of this may be why, when a medical study looked at medical conditions described on Wikipedia pages and compared it to actual peer-reviewed published research, Wikipedia contradicted medical research 90% of the time. You may never fully trust what you read on Wikipedia again, nor should you. Parce que l'idée est belle. Oui, Cette mais idée de Wikipédia. elle est belle, sauf que dans le... Et c'est même assez bon quand ça parle pas de politique. Je suis désolé, quand tu regardes par exemple certaines pages sur des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont soumis aux polémiques du siècle, tu veux regarder par exemple la page Wikipédia sur, je sais pas, le dadaïsme, c'est carré. Dans notre époque, fallait payer 30 balles et ça s'appelait un que sais-je. Aujourd'hui, c'est gratuit. Attention à la gratuité aussi. Oui. Hein, si la compensation de la gratuité, c'est le mensonge, je préfère acheter un que sais-je, ou me le faire prêter par un copain, ou ouvrir un dictionnaire. Non, ce qu'il n'y a pas là-dedans, c'est que c'est toujours pareil. On fait semblant de te donner un truc, tu vois, pour des soi-disant des raisons humanitaires ou pour ton bien, et puis derrière, c'est pour manipuler ta conscience. Et tout ça est géré par des algorithmes qui sont mis en place par des sociétés qui ont pour mission de faire passer dans la conscience des gens un certain nombre de messages. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et maintenant, on a la preuve que certains grands groupes de presse payent des organismes qui leur permettent, des officines, qui leur permettent de blanchir de la fausse information de manière consciente. L'actualité de ce jour, c'est aussi cette enquête qui est publiée là, ce matin, par un consortium, Zora, de journalistes. Forbidden Stories, c'est son nom. La cellule d'investigation de Radio France en fait d'ailleurs partie. L'enquête pointe une mécanique de désinformation et de manipulation à travers le monde. Plusieurs médias auraient été influencés, parmi eux en France, la chaîne d'information BFM TV. Et on va aller plus loin sur cette info, Zora, avec nous en direct depuis Radio France, justement, Frédéric Mettezo, correspondant de France Info au Moyen-Orient et qui a participé à cette enquête. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous Bonjour à tous. Ce matin dans la matinale. Alors, un mot d'abord, ces informations diffusées sur BFM, des brèves sur les oligarques russes, le Qatar, le Soudan, le Cameroun, le Maroc, toutes fournies clé en main pour le compte de clients étrangers. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, un certain nombre de ces brèves ont été effectivement fournies par une société de désinformation israélienne qui, tout simplement, recevait des commandes de clients. Alors, nous avons identifié de haut en bas deux campagnes. Une campagne qui concerne le Qatar et une autre qui concerne des propos visant à discréditer ou à critiquer les sanctions contre les oligarques russes. Et donc, très facilement, ces clients s'adressent à cette officine, à cette structure de désinformation qui ensuite se charge de la faire passer sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, mais aussi, dans le cas présent, en France, via un journaliste de BFM TV qui a été
activée via un intermédiaire français. Mettons aujourd'hui que tu es l'AFP et que tu dis finalement on s'est fait avoir, on pensait pas que ceci, cela. Ok, retire tes fausses informations. Excuse-toi. Non. Les fausses informations, elles sont... Si, 2 lignes, à la 28e page, avant une pub... Même pas. C'est-à-dire, ni excuse, ni on retire les fausses informations. Et quand tu vas consulter ce journal à la date où a été publiée la fausse information, elle y est toujours. Alors, moi, je me disais, c'est marrant parce que tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu, à un moment donné, un annonceur qui avait mis de la viande de cheval dans ses lasagnes. Oui. Soit parce qu'il s'est fait avoir par ses fournisseurs, soit parce qu'il a voulu tenter le truc, parce que c'était moins cher, peu importe. L'annonceur en question, il a mis de la viande de cheval dans les lasagnes. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait de la viande de cheval dans les lasagnes. Mais l'annonceur, il a retiré les lasagnes. Je ne sais plus qui c'était. Spanghero. Pour ne pas le nommer. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'honnêteté finalement chez Spanghero, à dire merde, on a déconné, à retirer les lasagnes, qu'à Libération, à conserver des fausses informations comme étant réelles dans ses colonnes, sans s'excuser. À un moment donné, si Spanghero retire les lasagnes, Libération doit retirer les fausses informations, non ? Après, tu peux dire, là, je suis en train finalement de dire qu'il y a plus d'intégrité chez Spanghero qui retire les lasagnes que chez Libération qui ne retire pas ses fake news. Après, tu peux me répondre, oui, mais peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils y ont été contraints par la justice. Moi, je regrette, j'ai fait des droits de réponse. Si Dieu, ils n'ont pas retiré pour autant. Et aujourd'hui, que ce soit parce que tu crains la justice ou parce qu'à un moment donné, la justice te contraint à faire quelque chose, aujourd'hui, tu t'aperçois que finalement, Spanghero finit par retirer les lasagnes. Mais la presse qui publie des fausses informations ne les retire jamais. Moi, personne ne s'est excusé. Moi, j'ai été... bien évidemment, sur la version papier, ils ne peuvent pas le retirer. On parle de la version numérique. Ils ne le retirent ni sur la version papier. La version papier, tu ne peux pas. Le canard, il est sorti déjà. Non, mais quand tu vas acheter le journal publié en 1976, tu vas acheter le journal papier avec la fausse information. Ouais, mais alors là, j'aurais envie de te dire... Est-ce que justement, ce ne serait pas maquiller les traces ? Ce qui ne serait pas le plus vertueux, c'est qu'on ait la correction. Bien sûr. Mais que la marque, dans l'histoire qu'ils ont fait l'erreur, soit présente. Mais bien sûr. Il faut que, quand tu achètes le livre et machin, tu as un petit placard, comme un erratum à l'intérieur. Cette information était fausse. Nous nous excusons auprès de la famille de monsieur Untel, etc., etc. Mais ça, ils ne le font pas. Et ils ne le feront jamais. Et les excuses, tu les auras jamais. Mais moi, tu ne peux pas savoir ce que j'ai entendu sur moi. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai lu sur moi, qui était faux. C'est dingue. Je pense que ça m'a jamais vraiment atteint, sauf une fois. Une fois, ça m'a vraiment atteint. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs à un moment, ça. J'ai écrit, j'ai écrit en l'an 2000 une chanson qui était un cri d'alerte sur le fait que notre pays n'avait pas de structure d'accueil pour les migrants. Et après, le débat sur les migrants, c'est un autre débat. C'est pas mon débat. Mon débat, c'est à partir du moment où quelqu'un arrive sur le sol de notre pays, il faut le traiter comme un être humain. Même si à un moment donné, tu le raccompagnes à la frontière, tu lui donnes à manger, tu lui donnes de quoi dormir, de quoi se laver, tu lui apportes du réconfort, de la chaleur humaine. Tu ne le traites pas comme une bête ou comme un animal. Et surtout, tu crées des structures qui empêchent l'irréparable. L'irréparable, c'est cet homme qui un jour est mort sous les roues d'un train pour pouvoir rentrer dans notre pays. Et en fait, pour pouvoir passer la frontière, il s'est mis sous un train. Et finalement, il n'a pas tenu le coup et il est mort, écrasé par le train. Bon. Et j'avais écrit une chanson là-dessus. Cette chanson s'appelait « Ouvrir son cœur ». Et cette chanson a été refusée par tous les médias, en fait. Ce n'était pas encore de la censure, mais... alors que toutes mes chansons en permanence ont toujours été programmées à la radio, celle-ci qui avait été choisie par le producteur et présentée comme étant la chanson phare de l'album a été refusée par tous les médias. Et du coup, ce disque en a souffert. Longtemps après, en 2015, je crois. Oui, la chanson piano-voix où on te dit c'est de la récup Non, on a dit pire que ça.
Ça, c'est 2015. Ça. 2015, il y a un enfant qui est retrouvé mort sur la plage, photographié par un journaliste qui a publié la photo. Et le producteur de l'époque, qui avait encore un petit peu en travers de la gorge le fait que cette chanson avait été refusée, a fait un post en disant « Vous auriez mieux fait d'écouter Francis Lalanne à l'époque quand il vous disait de faire... » C'est pas la meilleure idée. Attends, je ne suis pas derrière tout ça, d'accord ? Oui, justement. Le producteur, il republie ma chanson, il dit « À l'époque, vous auriez dû écouter Francis Lalanne, plus jamais ça. » Et il met un clip ? Non, il met le clip, mais surtout, il prend comme référence la photo qui a été publiée dans toute la presse. Ils ont dit que j'avais enregistré une chanson pour exploiter la mort de cet enfant. Oui. Tu imagines ? Et moi, à l'époque, j'étais en Suisse et je travaillais avec une compagnie qui s'appelle Interface. Et on préparait un spectacle danse-théâtre. Et moi, mon téléphone était coupé. Tu sais, j'étais en répétition, en immersion, et mon téléphone était coupé. Et puis, j'appelle mon attachée de presse pour savoir un peu quelles sont les nouvelles. Et là, elle est en larmes au téléphone. Et tout d'un coup, elle me dit « Va voir sur le net ». Et là, j'allume. Et je vois le torrent, tu sais, d'injures et me traitant de tout parce que je voulais exploiter la mort d'un enfant pour me faire de l'argent. C'est-à-dire que c'est juste le combat inverse de toute ma vie, quoi. Toute ma vie, je me suis battu contre ça, quoi. Contre l'exploitation des enfants. Et c'était tellement violent, d'un seul coup, je me suis pris tout ça, machin. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis un genou à terre. Et donc... mon attaché de presse me dit il faut que tu répondes, il faut que tu dises que c'est pas vrai, etc. J'ai dit mais tu te rends pas compte, tout le monde est sûr de ça maintenant, donc plus je vais me défendre et c'est un peu comme si tu veux le sable mouvant. Plus tu luttes, exactement, plus tu t'enfonces. Ou le gars dans un asile psychiatrique, plus tu dis que tu n'es pas fou, et puis on te passe la camisole. Donc j'ai dit non. Et puis finalement, je reçois le coup de fil d'un... Je ne vais pas dire le nom de cette production, parce que c'est vraiment des affreux. Et ils me disent, Francis, c'est horrible ce qu'on dit sur vous. Nous, on sait que vous n'êtes pas comme ça. Il faut que vous veniez chez nous. On va le dire. On va prendre votre défense, etc. Et comme ça, les gens sauront que... Et en fait, elle me présente le truc comme étant un aréopage de journalistes qui vont dire la vérité, en fait. Et que tout ce qu'on a dit sur moi était faux. Donc... Moi, alors que j'ai dit non à tout le monde, j'ai refusé tout. Toute la presse m'appelait, tous les journaux voulaient m'avoir. Tu avais fait un Patrick Cohen, tu avais fait un C'est à vous. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ces gens-là. Ah bah voilà. Ils me font venir, sous prétexte qu'en fait, ils vont démentir. Et je leur dis, moi, attention, je ne veux pas qu'on relise les papiers, etc. Si vous voulez démentir, vous allez démentir, je viendrai, j'apporterai mon commentaire, mais... On reste dans ce cadre-là, on ne va pas encore faire un écho à toutes ces diffamations que j'ai subies. Non, mais n'ayez pas peur, faites-nous confiance, vous allez voir, on va rétablir la vérité, etc. On est en direct. Et en direct, ils font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils refont mon procès, ma séance de lynchage et de lapidation, en recitant les papiers, etc. Et en plus... en expliquant que mon clip n'était pas artistique. De mauvais goût. Ils se mettent à juger la subjectivité de l'art, les goûts et les couleurs. Voilà, la liberté d'expression, etc. Et l'idée qui était celle de ce clip, qui était de mettre en parallèle le monde de la réalité et le monde de la poésie, c'est-à-dire le poète dans un univers coloré qui était en fait l'intérieur d'un cœur pris en radio. Et parallèlement à cet univers magique qui est celui du poète, la réalité qui était des images d'archives montrant le malheur des migrants, et accoler ces deux mondes, le monde de la réalité, le monde de la magie.
tu es d'accord ou tu es pas d'accord, tu aimes ou tu aimes pas, c'est une idée comme une autre. Tu fais un clip, tu vois, c'est pas les Jeux Olympiques, hein. Tu t'exprimes une idée. Et là, les mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ni écrit une chanson, ni rien réalisé, qui t'expliquent que c'est de mauvais goût, que c'est pas ce qu'il faut faire, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des images de presse, qui te donnent des leçons. Et tu passes en jugement artistiquement, tu passes en jugement moralement, alors qu'on t'a promis et qu'on t'a dit, en fait, qu'on est venu te chercher pour te dire non, c'est un scandale tout ce qui a été dit sur vous, il faut que on va dire la vérité, que c'est pas vrai, que en fait cette chanson elle date d'il y a 10 ans, elle s'est passée, vous l'avez enregistrée bien avant ces événements, qu'à aucun moment c'est relié à la mort de cet enfant, que c'est juste votre producteur qui a rappelé ce que vous disiez il y a 10 ans, qui justement dit voilà, si on avait écouté le poète, peut-être qu'on n'aurait pas vécu des horreurs pareilles, etc. Moi, dans l'état où je suis, t'imagines, dans l'état de fragilité émotionnelle dans laquelle je me trouve au moment où des journalistes me parlent comme ça. Surtout que tu prends quand même le contre-coup émotionnel de penser que tu étais en confiance. Oui. Et j'arrive, et là, forcément, je les ai tous mis à 10 mètres, hein, parce que le Francisco, faut pas le chercher. Tu le cherches, tu le trouves. Mais moi, finalement... On salue nos amis de WeFM. Voilà. Et va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir, qui est-ce? Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les lobbyistes qui sont là. Attendez. Il y a que les lobbyistes. Bon, je parle pas de ça, ça me gonfle. Ça me gonfle pas. Attends, ça fait 2 heures, on parle de quoi, là? On parle de politique, vous vous êtes présenté sur des non, mais listes. ça va, c'est bon. Non, mais attendez, c'est vous qui vous énervez tout seul. Ça m'énerve de Vous êtes parler en à train de bouffer quelqu'un. le mandarine, en train de m'engueuler parce que soi-disant tous les politiques sont corrompus. Je vous dis, c'est pas vrai, c'est poujadiste ce que vous dites. Écoute, moi je te dis, le système est corrompu. C'est quoi le système, le Parti Socialiste? Non, le système politicien, le clivage partisan. Mais ça veut rien dire le système politicien. Non, mais ça veut rien dire. Si. Ben non, ça veut rien dire. Écoute mon grand. Juste, pour que je comprenne bien exactement ce que vous me dites. Repose-moi la question différemment. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le clivage partisan? Ah non, mais c'est vos mots, parce que moi je comprends même pas ce que ça veut dire le clivage partisan. Vous m'avez dit tous les députés sont corrompus. Oui ou non? Écoute-moi, je suis un petit peu venu faire de la promo. Oui, on va la faire, mais là maintenant j'en ai plein le cul. Maintenant je vais te répondre. Et puis t'arrêtes de me parler comme si j'avais pas fait d'études, hein? Je vais t'expliquer quelque chose, ce que ça veut dire le clivage partisan. Okay. C'est pas parce que tu comprends pas les mots que je suis un crétin. Écoute-moi bien. Je suis en train d'employer un mot que tu comprends pas. Ben oui, je vous le dis. Alors, d'accord. Mais tu me le dis pas comme si moi j'étais un crétin parce que je connais un mot que tu connais pas, d'accord? Alors, le clivage, c'est quand il y a quelque chose qui est coupé en deux, tu vois? Un clivage. Tu prends ton dico et tu apprends ce que ça veut dire le mot clivage. C'est quand un truc est coupé en deux, d'accord? Donc, tu as un clivage partisan. Tu as la droite et la gauche, d'accord? Comme t'as le PSG et l'OM. Oui, attends, tu me laisses terminer. T'as le PSG et t'as l'OM. C'est 2 clubs de foot. Okay? Donc les gars qui sont pour l'OM, ils disent le PSG c'est des enculés. Et les gars qui sont pour le PSG, ils disent l'OM c'est des enculés. Et on fait de la politique comme ça en France. C'est-à-dire que on n'est pas en train de débattre des sujets, on est en train de dire qui a raison, qui a tort. Et les mecs c'est les mêmes. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, de la gauche et de la droite. Et nous on est de plus en plus dans la merde. Et on les regarde dans leur voiture de fonction, dépenser le pognon du contribuable, à nous foutre dans la merde. Ah, le mec il est élu président de la République, la première chose qu'il fait, il augmente son salaire. Et toi tu dis, mais les mecs, c'est pas des enculés les mecs, ils sont bien les mecs. Le mec il arrive, il augmente son salaire et il dit à tous les gens qui demandent d'augmenter les bas salaires, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est ton pognon, c'est l'argent qu'on prend sur tes impôts. Je vous sens énervé, hein. Ouais, tu m'as gonflé. J'aime pas le ton, tu vois. Je suis pas un crétin, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder, ok? Je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord? Je vous posais une question simple. Tu m'emmerdes. Fais chier. Là, je suis pas payé, toi t'es payé, d'accord? Ok? Me fais pas chier. Tu programmes mes chansons sur ta radio? Non, mais moi Jamais. je programme pas. Je t'emmerde, toi et ta radio. Voilà. Mais non, Francis, j'ai pas... On a gonflé. Et là, finalement, je me suis retrouvé dans la situation où je voulais pas être, sur le banc des accusés, pour avoir commis un crime que j'ai jamais commis. Et ben, tous ces articles qui ont été publiés disant que j'avais fait ça, que j'avais utilisé la mort d'un enfant pour faire de l'argent, ils sont toujours dans les colonnes des journaux qui les ont publiés. Les lasagnes n'ont pas été retirées.
Et là, on attend donc la prochaine chronique de Patrick Cohen disant que sur Internet, Francis Lalanne a comparé les migrants à des lasagnes. Ça va arriver très probablement dans pas longtemps, mais bon, on va tourner indéfiniment dans le truc. C'est pas les migrants que j'ai comparé aux lasagnes, c'est leur fake news que j'ai comparé. Oui, mais c'est ce qu'ils diront. Non, mais on rigole. Oui. Qu'est-ce qui manque le plus à notre société pour toi? La franchise, l'amour, la sincérité? La conscience. La conscience. Aujourd'hui, on a délégué énormément de choses à la machine. Quand j'étais petit, on faisait des tables de multiplication, du calcul mental. Et puis un jour, on a confié ça à la calculette. Du coup, en fait, on a libéré dans notre conscience la part qui faisait des calculs mentaux. Et on l'a affecté à rien, en fait. Moi, je suis un hippie d'origine. Tu vois, je suis un hippie d'époque. Un dinosaure de l'époque des hippies. J'ai eu les bébés brunes, tu vois. Tu vois, moi j'avais 15 ans dans les années 70, donc tu as devant toi et en face de toi un hippie d'origine. Tu vois, dans son jus de hippie. Et je suis Enfin, certains sont devenus comme Bendit. Hein. Voilà, il y en a qui ont... Toi, t'es un vrai. Je suis resté comme à l'origine, pareil. Je crois toujours dans le pouvoir des fleurs et je crois toujours que l'homme va devenir meilleur que ce qu'il n'est. C'est ce combat qui m'anime. C'est parce que j'ai cette certitude que je continue à me battre, sinon je laisserai tomber. Tu vois? Mais je me sens responsable d'une chose. En tant que hippie, en tant que membre de cette philosophie dont je suis issu en tant que poète et en tant qu'artiste, on a rêvé le cybermonde. C'est notre génération qui a rêvé le cybermonde, qui l'a fait germer dans la conscience des inventeurs, de ceux qui ont finalement produit le cybermonde. C'est nous qui l'avons rêvé, nous l'avons voulu, nous les hippies, ma génération. Parce qu'on se disait que cette part de la conscience de l'homme libéré de la vile tâche par la machine serait affectée au lien social, serait affectée à l'amour, serait affectée à l'intelligence, serait affectée à tout ce qui rendrait le monde meilleur. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Cette part de ma conscience que j'ai déléguée à la calculette, je l'ai affectée à rien d'autre. Parce qu'il y a une donnée qui domine la condition humaine, c'est la paresse de l'être humain. Et finalement, tout ce qu'on a confié à la machine a alimenté cette paresse. Et le sentiment que c'était pas à nous de faire les choses, que c'était à la machine de le faire. Et cette espèce de syndrome de l'oisiveté devenant la nature de l'homme, eh ben c'est directement issu de la création du cybermonde. Et finalement, c'est ça qui a créé cet homme prisonnier de son nombril, ou déconnecté de la conscience de l'autre. C'est ce vide-là qu'on n'a pas comblé. Cette part de la prise en charge de notre propre conscience qu'on a vidée pour la confier à la machine, on l'a affectée à rien. Donc, l'égoïsme a pris le pas sur ce vide. L'individualisme a pris le pas sur ce vide. Parce que ce vide nous connectait à quelque chose qui nous reliait avec l'autre. Tu vois ? Savoir faire du calcul mental avant, ça me reliait à mes copains de classe. Maintenant, si je continue à faire du calcul mental, je suis plus relié à mes copains de classe. Je suis relié à mon smartphone. C'est lui qui fait du calcul mental, comme moi. C'est pas mes copains de classe. Et tout ce que on a ôté de notre esprit, de notre conscience, qu'on a donné à la machine, nous a séparés de notre prochain. Et ce qui manque aujourd'hui, finalement, dans la conscience humaine, c'est l'idée qu'il est nécessaire pour l'avenir de l'humanité que nous remplissions ce vide avec des actions essentielles qui ne seront pas confiées à la machine et qui nous relient à l'être humain. Construire des maisons avec nos mains.
faire du calcul avec notre esprit mental, inventer, créer, vivre ensemble, rencontrer l'autre. Aujourd'hui, tu as 500 000 amis, mais tu connais pas ton voisin de palier. Un jour, j'ai dit à un garçon, tu n'as pas 500 000 amis. Tu as 500 000 personnes qui connaissent ton blaze. C'est pas ça un ami. Et est-ce que tu sais qui vit en face de chez toi? Est-ce que tu as rencontré la personne qui est au 3e étage? Est-ce que tu sais qu'il y a une vieille dame qui aimerait bien de temps en temps que tu viennes frapper à sa porte et lui faire un petit sourire et lui apporter une fleur? Je me rappelle, moi, une dame que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait Arletty. À la fin de sa vie, elle était aveugle. Et il y avait un jeune homme qui s'occupait d'elle très très bien. Et je me rappelle que j'allais lui lire de la poésie. De temps en temps. J'allais lui lire de la poésie. Et je me rappelle ce jour où je lui ai lu un poème. Comment son visage s'est éclairé à la lecture de la poésie. J'ai vu passer sur Internet le portrait de plusieurs personnes âgées dans des EHPAD qui ont un plateau comme ça sur lequel il est écrit « Je voudrais qu'on m'écrive une lettre. Je voudrais qu'on me laisse un message. » Je pense qu'il est urgent de retrouver en nous le besoin de rencontrer l'autre dans la vie réelle et pas de manière virtuelle, tu vois. J'ai l'impression qu'on est en train de devenir des pixels. Il faut dépixeliser la conscience humaine. T'es heureux? Résolument. Derrière toute la critique que tu as soulevée tout à l'heure, qui était un faux procès, qui était la critique de l'opportunisme, si on prend cette critique-là, mais qu'on essaie de la faire de façon plus dialectique et plus intelligente et moins jugeante, comment tu fais pour être heureux dans un monde qui va si mal? Parce que j'ai fait la différence entre le bonheur et le bien-être. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai 64 ans. Et avec le temps, j'ai appris à faire ce chemin. Quand j'avais 20 ans, je me rappelle un jour avoir été à la rencontre de Louis Aragon et il y avait un groupement de jeunes gens autour de lui ce jour-là qui discutaient d'un de ses poèmes qui s'appelle « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et donc chacun donnait son avis sur ce poème, sur ce que le maître avait voulu dire dans ce poème. J'étais là et je ne disais rien. Alors ça parlait bien sûr des histoires d'amour finissent mal en général, etc., etc. C'était ça un peu l'esprit. Et en fait, Aragon se retourne à un moment donné vers moi qui ne disait rien et dit et vous, jeune homme, vous ne dites rien. Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous que j'ai voulu dire dans ce poème? Je lui dis, je serais bien présomptueux, maître, de dire ce que vous avez voulu dire. Je ne suis pas dans votre esprit, mais quand je lis ce poème, moi, la réflexion qui me vient est que pour un être sensible, comme je le suis, comme vous l'êtes, comme le sont les artistes, il est impossible d'être vraiment heureux dans un monde où tant de gens sont malheureux. Et il m'a répondu, eh bien, jeune homme, figurez-vous que si j'avais voulu dire quelque chose dans ce poème, c'est exactement ce que j'aurais voulu dire. Si j'avais voulu. Ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'il me remettait l'Oscar pour l'ensemble de mon œuvre. Mais en fait, c'est comme ça que je pensais. Et quand tu écoutes mes chansons, elles ont du mal à évoquer le bonheur parce que j'étais dans cette souffrance. J'étais dans cette souffrance. Paradoxal de ne pas arriver à évoquer le bonheur quand on évoque autant l'amour. Oui, mais l'amour en lui-même est un paradoxe. Hein. Il nous rend très heureux et très malheureux. C'est comme le football. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant très et trop longtemps, j'ai poussé l'empathie à souffrir du malheur des autres. Et que le travail que j'ai fait sur moi-même
c'est de choisir de me protéger contre ma propre empathie et de, comme le disait Voltaire, de choisir le bonheur parce que c'est meilleur pour la santé. Donc j'ai cultivé une part d'égoïsme, celle qui me permet aujourd'hui de dire que je suis résolument heureux parce que c'est meilleur pour ma santé. Et que ce que j'ai appris de la vie, c'est que être malheureux ne m'aiderait pas à résoudre mes problèmes ni ceux des autres. Et que c'est la joie qui porte le lien social le plus fort. D'ailleurs, dans cette chanson de Léo Ferré que j'adore, qui s'appelle Les Anarchistes, c'est la joie qui m'est repris en a cappella. J'ai repris a cappella, ouais. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et il dit, ils vont toujours joyeux. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. La joie, elle nous porte dans la vie, parce qu'elle nous porte la vie, et elle nous permet justement de jouer avec cette corrosion de la réalité, cette corrosion que la réalité opère sur nos âmes. Et aujourd'hui, oui, j'ose le dire. Dans un monde où tant de gens sont malheureux, et n'en déplaise à Louis Aragon, j'arrive à trouver le bonheur. Et j'ai même envie de dire, je suis heureux, résolument heureux. Parce que je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Elle en vaut la peine. Et je dirais même plus, toutes les peines. Justement, on a parlé là pas mal de philosophie. Tes influences philosophiques et poétiques majeures. On a parlé d'éducation, on a parlé de rapport à la connaissance. Si on imagine un petit peu un Francis Lalanne précepteur, tu as 5 livres à conseiller, ou 5 poèmes, ou 5 textes, ou 5 auteurs à la jeunesse, qui toi t'ont permis de faire ce cheminement et que t'aimerais que tous les gosses de France lisent l'année du bac. La chanson des gueux de Jean Richepin, les œuvres complètes de Charles d'Orléans et de Eustache Deschamps. Au hasard, l'œuvre poétique de Victor Hugo. Je mettrais peut-être les châtiments en premier. On en a bien besoin des châtiments. Ou l'art d'être grand-père, enfin, parce que ça me concerne plus en ce moment. Je te dis ce qui me vient comme ça, hein. Demain ça serait autre chose. Léo Ferré. Et peut-être Strange Days des Doors. Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, même si je lui en veux beaucoup d'avoir dit autant de mal des Belges, parce que la Belgique est ma seconde patrie, moi je me sens belge dans l'âme. J'adore l'esprit du nord, hein, de la France et qui va jusqu'à la Belgique. Pour moi, ils aimeraient peut-être pas ça que je compare l'esprit du nord de la France avec l'esprit de la Belgique, mais tu trouves ça dans le nord de la France et tu trouves ça aussi en Belgique, cette espèce de façon de refuser la double peine. Tu vois, c'est-à-dire, bon, la vie, elle est dure, mais si en plus il faut faire la gueule, tu vois, dès qu'ils ont un chagrin ou un truc, ils vont boire ça avec des copains, ils vont boire une pinte, tu vois, et rigoler, et faire la fête, et transformer le chagrin en fête, en fait. C'est ce que je te dis sur le bonheur, c'est pareil. Mais moi, j'ai été élevé par un poète uruguayen qui était aussi un homme politique, qui était mon oncle, José Ayoub Mansour. Et je pense que c'est le poète qui m'a le plus inspiré. C'était l'ami de Pablo Neruda. Et
j'ai vu beaucoup la vie à travers ses yeux et une des raisons pour lesquelles mon engagement poétique est indissociable de mon engagement politique, c'est aussi parce que c'était le cas pour lui et que c'est le chemin qu'il m'a montré, en fait. Voilà. J'aurais pensé que tu cites, parce que beaucoup de gens ne le savent pas forcément, mais depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, tu as abandonné ta maison, tu as abandonné ta voiture. SDF, en fait, dans le sens poétique du terme, dans le sens... Et tu m'as pas mis Diogène de Sinope, tu m'as pas mis Pierre Rabhi. Parce que Pourquoi? D'où ça vient cette volonté-là? Parce que pour moi, Diogène, je l'aurais plutôt rattaché à la philosophie qu'à la poésie. Pierre Rabhi aussi. Tu es venu d'où cette envie? Je pense que c'est quand j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma terre, en fait. Au sens latin du terme et au sens français de la langue française, ma terre en 2 mots ou ma terre en 1 mot. J'ai perdu ma mère, je me sentais plus relié à un lieu. J'ai toujours voyagé, toute ma vie n'était qu'un voyage. J'ai toujours dit que j'étais un arbre en voyage, en fait, que mes racines, c'était mes branches, qu'elles étaient plantées dans le ciel et pas dans la terre. Mais ma mère, elle m'a toujours planté dans ma terre, en fait. C'était elle, ma terre. Et donc, j'avais toujours besoin de revenir quelque part. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai étendu ce sentiment à la famille qu'on formait ensemble. Et puis, un jour, on a décidé, avec Stella, de séparer mes enfants Stella, la mère de mes enfants, de séparer mes enfants de ma notoriété et de les emmener vivre dans un pays où j'étais pas au centre des conversations. Et on a été de pays en pays comme ça, d'abord au Costa Rica, ensuite... Non, d'abord à Los Angeles, ensuite au Costa Rica, ensuite en Australie, où ils vivent toujours, ils sont devenus australiens maintenant, mes enfants. Et si tu veux, de ne plus vivre et de ne plus travailler là où vivaient mes enfants, tu vois, d'avoir perdu ma mère, de ne plus travailler là où vivaient mes enfants, ça me mettait en orbite autour de la planète, dans ma tête. C'est marrant parce qu'il y a un double mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un double mouvement. Parce que d'un côté, on ne fait pas du freudisme, hein, tu as fait du commerce. Et on ne part pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans Voici. Enfin, dans le perso. Mais d'un côté, tu fais ce choix radical de ne plus être lié à un lieu. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que tu t'es jamais senti aussi concerné par la terre de France. Bingo. C'est marrant, parce que tu disais, regarde ma France, elle tient plus debout, les gens s'y sentent mal, les gens s'y sentent à bout, et pourtant quelque chose en moi lui fait confiance, qui me dit, reste là. Bon, c'est il y a 25 ans, hein. Ton pays, c'est la France, mais c'est encore plus visible aujourd'hui. Pourtant, on a l'impression que tu as un côté extrêmement enraciné et déraciné en même temps. C'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est juste, tu viens de décrire mon voyage. Je me suis mis en orbite autour de la planète et c'est la souffrance. C'est la souffrance qui m'a fait revenir dans mon pays. C'est la souffrance de la France qui m'a fait revenir qui m'a fait replanter mes racines dans la terre de France. C'est de sentir mon peuple souffrir. Mais pas à un endroit particulier. Dans toute cette France. Dans toute cette France, oui. D'ailleurs, j'ai parcouru comme jamais. Oui. Avec. C'est vrai, on commence à la découvrir quand on n'habite plus à un endroit. Oui, puis bon, j'ai toujours fait des tournées en France, mais là, je la parcourais vraiment pour aller à la rencontre de mes frères et sœurs. C'était plus de salle en salle, de spectacle. C'était de ville en ville, pour de bon cette fois. Et oui, je suis parti avec mon baluchon, citoyen du monde, affirmer ma citoyenneté du monde. Et puis j'ai entendu pleurer ma terre. Et je ne pouvais pas la laisser pleurer toute seule. J'ai eu besoin d'aller partager sa souffrance. J'aurais eu le sentiment de trahir les miens, tu vois,
d'arracher mes racines, de les brûler, mes racines. C'est cette souffrance qui m'a rappelé ici et qui m'a fait revenir ici pour me battre avec mes sœurs et avec mes frères contre la fatalité et contre le mal qui ronge mon pays. C'est pas... Si tout allait bien dans ce pays, je pense que j'aurais pu le quitter. Parce que j'ai toujours été un nomade, en fait. Un hippie. Un hippie. Mais je peux pas quitter mon pays s'il souffre. Je peux pas faire ça. Et je sais que beaucoup l'ont fait, mais moi, je n'ai pas été capable de le faire. Et voilà pourquoi je suis revenu planter mes racines dans cette terre de France. Voilà. Ce serait quoi, du coup, pour toi, le dénominateur commun? Parce que tu en as eu des luttes. Tu as lutté contre le réchauffement climatique, tu as lutté pour l'accueil des migrants, on l'a dit tout à l'heure, pour les langues en voie de disparition, les gilets jaunes. Les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle. Adopi aussi, à l'époque. Contre Adopi. Contre, oui. Pardon, était-ce utile de... Non, mais c'est-à-dire pour la liberté de circulation de l'art. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à chaque fois qui te fait mener des batailles aussi différentes les unes des autres? T'es sur un bateau. Une tempête se lève. Tu prends ta place sur le bateau. Celle où tu vas tirer sur le bon bout. Celle où tu vas affaler s'il faut affaler. Empanner s'il faut empanner. Tu prends ta place sur le bateau de l'existence au moment où la tempête se lève. Tu cherches pas trop à comprendre pourquoi. Ce qu'il faut, c'est que le bateau continue à voguer. Et moi, je rêve d'un monde. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre, La France dont je rêve, qui est un petit peu le monde dont je rêve. Mais enfin, je parle pour mon pays déjà, c'est pas mal. Et donc, à chaque fois que je sens que le bateau, il risque de sombrer dans la tempête, mon but, c'est de faire en sorte que le bateau il puisse continuer à avancer vers cette île merveilleuse qui est le monde dont je rêve. Donc, il faut que le bateau puisse continuer à voguer. Donc, quand la tempête se lève, je suis sur le pont. Mais je me bats. Et je fais mon boulot pour que le bateau continue à voguer vers mon rêve. C'est tout. Après, tout dépend de ta place sur le bateau, tu vois. Tu sais sur quel bout tu dois tirer quand tu es sur le pont et quand tu vois ce qui se passe, d'où vient le vent, d'où vient la houle. C'est le devoir d'un marin sur le pont d'un bateau quand il fait partie d'un équipage. C'est le devoir d'un être humain sur le pont de l'existence quand le monde qui l'entoure est menacé par la tempête. Voilà, des tempêtes, il y en a. Et quand il y en a une qui se lève, on tient la barre, on tient bon la barre pour que le bateau la traverse. T'as pas peur de le faire au risque d'enfreindre la loi? Février 2021, t'es relaxé. Au terme d'une enquête, j'ai noté le terme pour provocation à la commission d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Tu nous as remis ça 4 mois après. Et du coup, je suis content qu'on t'aille, ça veut dire que t'es pas en prison. Ça s'oriente comment, là? Juste au niveau de l'actu un peu judiciaire. T'as eu visite de la garde à vue, quelque chose? Non. Parce que t'as remis ça plutôt violemment, là. Oui, mais je n'ai pas remis ça. Ce que je dis, oui, bien sûr, n'est pas ce qu'ils disent que j'ai dit. Et en fait, je ne fais que dire la même chose. Je ne fais que dire... je n'ai jamais dit ça. Tu parles de ton appel à l'armée. J'ai jamais appelé l'armée. C'est faux. Si j'avais appelé l'armée, je serais en prison. J'ai dit que si les institutions fonctionnaient dans le respect de la défense des droits de l'homme, l'armée devrait pouvoir avoir un droit qui consiste à mettre à pied un employé qui abuse de ses prérogatives, comme dans n'importe quelle entreprise. Tu peux mettre à pied un employé. Il faut appeler Wikipédia pour leur dire, alors.
Mais c'est ce que j'ai. Bien sûr, on en revient. C'est ce que je te dis, Oui, c'est oui. fait partie des fausses informations. Pour moi, le président de la République, c'est un employé des Français, c'est pas le patron des Français. Donc, quand tu as une entreprise qui s'appelle la France, c'est un employé qui fait pas son boulot. Au contraire, il menace la vie de l'entreprise. Tu fais quoi? Les institutions aujourd'hui ne nous permettent pas de le mettre à pied. Si, il y a l'article 68 dont je parle dans le livre, qui à mon avis est la seule solution aujourd'hui pour en finir avec ce que nous subissons de la part de ce gouvernement. Il faut destituer la personne qui occupe l'Élysée. Il faut le destituer. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a ce qu'il faut pour ça. Mais pour des raisons qu'il faudra un jour déterminer, elle n'agit pas dans ce sens. Donc elle laisse cette personne agir comme un tyran et s'emparer des institutions aux dépens du peuple français. Donc la responsabilité de ce qui se passe en ce moment en France revient à l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale aurait le pouvoir de le destituer et ne le fait pas. Et accepte qu'il use et abuse de nos institutions aux dépens du peuple français. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrivera en France, la responsabilité retombera sur l'Assemblée nationale. Ils sont responsables. Quand tu as le moyen d'arrêter quelqu'un et que tu l'arrêtes pas, c'est toi le responsable. Lui, il est dingue, ok ? Au lieu de l'arrêter, tu le laisses faire, donc tu es responsable. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut destituer le président de la République. Elle ne le fait pas. Donc elle est responsable de tout ce qu'il va faire. Moi, j'ai dit dans cette tribune que le fait que les corps intermédiaires soient démissionnaires mettait en exergue un vide institutionnel qui concerne le rôle de l'armée. Et que dans ce contexte-là, aujourd'hui, on aurait une assemblée de hauts dignitaires issus de l'armée française sanctionnant le mauvais usage que celui qui se prétend président fait des institutions, eh ben, on aurait un moyen de faire respecter la démocratie, en tout cas républicaine, dans ce pays. On aurait un moyen de mettre à pied la personne qui abuse de ses prérogatives. J'ai dit, c'est un vide institutionnel. Comment se fait-il que la sûreté soit un des droits de l'homme, affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un 6 août, et que ceux qui sont en charge de la sûreté ne puissent pas assurer la sécurité du peuple français contre les ennemis de l'intérieur. En l'occurrence, un élu qui s'empare des institutions pour les utiliser aux dépens de ses électeurs et de ses électrices. Il y a un vide. Et moi je dis, ce vide pourrait être comblé si demain l'armée avait ce pouvoir, le pouvoir de mettre à pied le mauvais employé. J'ai pas appelé les militaires à le faire, j'ai appelé les militaires à réfléchir sur le sujet. Parce que c'est une vraie question. On fait quoi si on a un dingue à la tête de l'État? On fait quoi pour protéger le peuple français? On fait quoi? On peut remplacer le si par un quand. Oui. Comment tu écris quand? QND. Ce que je veux dire, c'est non, que... c'est illégal. Ce que je veux dire, après, encore une fois, la presse qui a écrit ce que tu viens de lire n'a pas retiré les lasagnes. Exactement. Elle n'a pas retiré les fake news. Donc, ce qui est dit là, pourquoi j'ai pas été... Moi, attention, je suis allé voir un officier de police judiciaire. Je suis allé voir un officier de police judiciaire qui m'a posé des questions. J'ai répondu à ces questions. Et donc, librement, malgré, je le sais par ailleurs, des sollicitations qui l'ont pressé de m'encabaner, ce monsieur qui est un représentant de la loi honorable a dit « il n'y a rien dans les propos de Francis Lalanne qui ressemble à ce qu'on a dit dans la presse, j'ai aucune raison de le déférer, ou de le faire déférer, ou de faire un rapport engageant le procureur à le faire déférer. C'est tout. Donc, soyons clairs, je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit dans cette tribune, et je continue à dire qu'il faut destituer le président. En quoi est-ce un appel à l'insurrection? Et le juger? Je continue à dire qu'il faut qu'il soit jugé, oui. Et j'avais aucune raison d'être en prison pour avoir dit ça, et je le redirai encore. Et j'appelle la représentation nationale à être consciente de ses responsabilités, et comme je le dis dans ce livre... Et on terminera par cette promo, justement. À saisir, sur le fondement de l'article 68, la haute cour. C'est très simple, le protocole. Comment il marche, alors? 58 députés ou 33 sénateurs qui proposent à l'Assemblée de voter la saisine de la haute cour. À ce moment-là, il y a un vote de la première Assemblée, celle qui a réuni le nombre de représentants nécessaires. Et
D'ailleurs, même s'il y a 33 sénateurs, c'est toujours l'Assemblée nationale qui vote en premier, qui doit voter aux 2/3 pour que cette proposition soit acceptée et qu'elle soit mise en vigueur. Et ensuite, une fois que ce vote a eu lieu, si l'Assemblée nationale s'est prononcée aux 2/3 pour que soit saisie la Haute Cour, le Sénat doit valider ce vote. À partir du moment où ce vote est validé, la Haute Cour se constitue avec un aréopage de représentants issus des groupes parlementaires et un deuxième vote a lieu pour ou contre la destitution. Les deux assemblées doivent se prononcer pour aux 2/3 pour que le président soit destitué. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus de majorité dite présidentielle. Donc, si l'opposition tout entière, formée par tous les groupes qui la composent, décide de destituer le président, ce qui serait tout à fait légitime pour une opposition constatant ce que je viens de dire sur lui, c'est-à-dire l'abus qu'il fait de son mandat, eh bien, il sera destitué. Parce que la majorité aux 2/3 sera obtenue dans les deux assemblées, qui ne sont pas majoritairement composées par des sympathisants de cette personne, de l'occupant de l'Élysée. Donc aujourd'hui, quand je parle de l'article 68, si aujourd'hui on avait des groupes d'opposition responsables et conscients de ce que cette personne est en train de faire, c'est-à-dire de la concentration des pouvoirs entre les mains de cette personne, eh bien la destitution serait totalement possible. Pourquoi les Américains ont pu destituer Nixon et nous on ne pourrait pas destituer cette personne? Et c'est pas pour faire une rime. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. On a fait un petit ascenseur, on était là, on est redescendu, on est remonté. J'espère que l'entretien t'a plu. Ah mais j'ai adoré m'entretenir avec toi. Déjà quand on s'est rencontrés à l'anniversaire de Mike, là, pour fêter son 100 millième follower. Et sa carte de presse. J'ai trouvé que c'était merveilleux cette rencontre fraternelle, justement, qui se faisait dans le monde réel. Et cette dépixelisation de notre relation entre membres du même mouvement de dissidence par rapport aux abus de prérogatives du pouvoir actuel. On se suit, on se soutient comme ça par les... Oui. Tu vois, comment tu dirais, toi, virtuellement, comme ça? Oui, c'est ça, à distance. À distance, et puis on se rencontre pas, on boit pas de poux ensemble, on mange pas des nems ensemble. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Et donc, finalement, c'était bien que ce livre soit un prétexte à et on le mettra à la rencontre. post-production avec le lien pour se le procurer, bien sûr. J'avais un objectif avec cette émission, c'était de montrer que quoi qu'on pense de tes prises de position, je n'ai jamais cru une seconde que tu le faisais par opportunisme. Et je pense que cette émission l'a montré. Bah écoute, en tout cas, je l'espère, mais franchement, je ne vais pas faire la liste des emmerdements que m'auront causé mes prises de position, mais mon œuvre n'existerait pas. Tout ce que j'ai écrit n'aurait aucun sens si j'avais accepté dans ma vie ce que je n'accepte pas par mes mots. Tu vois, donc si c'était à refaire, je recommencerais. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que aujourd'hui, les artistes sont tellement redoutés par le pouvoir qu'ils sont sollicités comme jamais ils ne l'ont été par le pouvoir. Et qu'il y a beaucoup plus d'avantages aujourd'hui pour un artiste à relayer la parole du pouvoir qu'à la dénoncer. Et à un point qu'il n'imagine même pas. Si j'avais voulu être opportuniste, c'était très simple. J'avais qu'à véhiculer la parole du pouvoir. Et là, franchement, j'aurais eu aucun problème professionnel, aucun problème dans ma vie personnelle. Je ferai autant de concerts que je veux, je pourrais sortir autant de livres que je veux, je ferai toutes les émissions que je veux, comme ça s'est passé pendant 45 ans. Et en fait, aujourd'hui, mais ce que je te dis, c'est la vérité.
J'ai tellement été déçu par mon milieu professionnel qu'au fond de moi, en fait, et ça rejoint un petit peu ta première question sur le caractère incongru des sollicitations qui me sont faites en tant que poète, qu'on appelle sans cesse pour parler politique. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, j'ai tellement été déçu que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne fais plus partie de ce milieu. J'ai le sentiment de ne plus en faire partie et je ne sais même plus si je souhaite en refaire partie un jour. J'ai vu trop de gens que j'estimais se conduire d'une façon inacceptable sur le plan de la soumission, de l'image que je me fais de ce que doit être un artiste dans la société. J'ai vu tellement de mes consoeurs et de mes collègues agir de manière honteuse que je ne sais plus si je me sens vraiment en harmonie avec cette corporation que j'ai toujours voulu défendre, même quand elle était indéfendable. Aujourd'hui, je me sens plus un membre des citoyennes et des citoyens qui ont dit non qu'un membre du monde du spectacle. Et aujourd'hui, je pense que j'étais jusque-là un artiste citoyen. Aujourd'hui, je me sens un citoyen artiste. C'est une belle façon de conclure. Merci à toi d'avoir été là. Merci à la régie, merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios. So